Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la 7 pour vous informer. À la une, le Togo vise un taux d'accès à l'électrification à 100% d'ici 2030. Toutefois, les récentes coupures intempestives affectent la réalisation du projet. On y revient. Aussi, malgré l'augmentation constante de la production animale au Togo, elle demeure insuffisante pour combler le besoin en produits carnés de la population. Les précisions dans ce journal. À l'international, un tournant historique en Somalie, le Parlement a voté à l'unanimité pour des réformes constitutionnelles instaurant le suffrage universel direct et un système présidentiel. Nous y reviendrons. Puis une avancée majeure à Genève où 2 factions armées du Congo ont pris l'engagement solennel de mieux protéger les civils, fruit de l'effort soutenu de l'organisation humanitaire Appel de Genève. Ces engagements, bien qu'informels, ont déjà induit des modifications sur le terrain. Nous y reviendrons dans un instant. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. Le gouvernement togolais veut porter le taux d'accès à l'électrification à 100% d'ici 2030. Afin d'atteindre cet objectif, l'État a octroyé un budget de 57 milliards de francs CFA au secteur de l'énergie électrique. Les pourcentages de la réalisation du projet sont faibles faute de nombreuses coupures de courant que connaissent les Togolais. Le Togo, avec un taux d'électrification actuel de 59%, selon les dernières statistiques, envisage de porter le taux d'électrification à 100% d'ici 2030. Pour réaliser cette ambition, au titre de l'année 2024, le gouvernement togolais a octroyé un budget de 57 milliards au secteur de l'énergie. Selon les statistiques du ministère chargé de l'énergie et des mines, l'année 2023 a été bouclée avec un taux de 66% d'accès à l'électricité contre 63% en 2022 et 59% en 2021. D'ici 2027, le taux d'accès à l'électricité sera de 78% si l'on considère que l'électrification augmente en moyenne de 3% chaque année. Ainsi, à l'horizon 2030, le Togo serait à une couverture de 87%. Cependant, c'est sans compter avec les difficultés actuelles de la maison de l'électricité. La compagnie a de la peine à fournir le service minimum. Des zones sont plongées dans l'obscurité 4 heures, de 8 heures, parfois de 23 heures. Selon la compagnie elle-même, ces anomalies sont dues aux travaux de maintenance sur les réseaux électriques depuis les pays fournisseurs comme le Ghana et le Nigeria. Mais, selon le ministère de l'Économie et des Finances, la compagnie croule selon les dettes et a de la peine à payer ses fournisseurs. Selon la compagnie d'énergie, tous les efforts sont actuellement tournés vers les pistes de solutions pour une fourniture normale. Ces difficultés d'approvisionnement poussent à demander si l'objectif 100% de couverture électrique est encore d'actualité. Pour accélérer l'électrification, des projets hors réseau ont été lancés pour combler le déficit du réseau électrique, mais son impact n'a pas encore connu une évolution notable. Selon l'Organisation mondiale pour les migrations, la traversée de la mer Méditerranée reste la plus meurtrière. L'année 2023 a enregistré le plus de décès et de disparitions de migrants au cours des 10 dernières années. Tous les jours, des milliers de jeunes Africains quittent le continent par vagues dans des embarcations de fortune. L'océan Atlantique et la Méditerranée sont devenus des cimetières des milliers de migrants qui s'y noient en tentant de regagner l'Europe. Ils se lancent dans une aventure non seulement risquée, mais aussi incertaine en laissant derrière eux familles, femmes et enfants. Rien que pour l'année 2023, au moins 8565 personnes migrantes sont mortes selon l'Organisation mondiale pour les migrations OIM, ce qui représente une augmentation tragique de 20% par rapport aux chiffres de 2022. Malheureusement, la traversée de la Méditerranée reste la route la plus meurtrière avec au moins 3129 morts ou disparitions en la même année. Face à ce fléau, le silence des États africains est glacial alors que les nouvelles de disparition des migrants africains par naufrage résonnent suffisamment fort. Selon une étude menée par le PNUD auprès de plus de 4500 jeunes Africains âgés de 18 à 24 ans, 52% d'entre eux envisageaient d'émigrer au cours de l'année 2023. Les principales raisons invoquées étant les difficultés économiques et les possibilités d'éducation.
La production animale est en hausse au Togo depuis 2020 avec la région des Plateaux en tête. Mais force est de constater que cette augmentation n'est pas encore arrivée à combler le besoin en produits carnés de la population. Ainsi, l'importation reste le seul moyen pour combler le déficit. Le constat de Kofi Kliki. Depuis 2020, la production animale augmente chaque année, et ce, d'une région à une autre. D'après les chiffres publiés par le ministère en charge de l'élevage, en 2023, la région des Plateaux est reconnue comme celle ayant produit plus de produits carnés. Sur un total national de 45,5 millions de têtes, la région des Plateaux a, elle seule, produit 15,3 millions de têtes. Cette production comprend les volailles et les petits ruminants. Mais en production porcine et bovine, c'est la région des Savanes qui est en tête du peloton avec le double de ce qui est produit dans les Plateaux. Malgré la hausse de la production animale, l'autosuffisance en produits carnés est loin d'être atteinte. Le taux de couverture des besoins en produits carnés est largement déficitaire et la consommation de viande et abats par habitant et par an est estimée à 7,5 kg alors que la norme préconisée est de 12 kg par habitant et par an, selon la feuille de route pour la transformation du système alimentaire au Togo dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Pour combler ce déficit, le pays est obligé d'importer des animaux sur pied, 30 000 têtes de bovins, 40 000 têtes d'ovins et de caprins, 1 million de volailles et des produits carnés de près de 10 000 tonnes chaque année. À l'international, deux groupes armés congolais se sont engagés à respecter et protéger les civils. Résultat de plusieurs années de travail de l'appel de Genève, ces engagements bien qu'informels ont déjà entraîné des changements de comportement sur le terrain et servent d'exemple pour d'autres groupes armés. Plus de précision dans ce qui suit. À l'hôtel de ville de Genève, les représentants de deux groupes armés congolais se sont engagés solennellement à mieux respecter et protéger les civils. La signature de ces actes d'engagement est l'aboutissement d'années de travail du groupe humanitaire L'Appel de Genève, qui s'efforce de protéger les civils dans les zones de conflit. On est là en tant que représentant d'un groupe de résistants patriotiques en République démocratique du Congo. Et nous sommes ici à Genève. C'est pour réitérer notre engagement au respect des droits internationaux humanitaires et droits humains. Avant toutes ces formations que nous avons subies, on pouvait tout s'autoriser. Mais après toutes ces formations, notamment sur les règles des combattants, la protection des missions médicales, le respect et la protection de l'enfant, la protection de la femme, l'interdiction des violences sexuelles, la protection de la famille et de l'accès humanitaire, ainsi de suite. Désormais, on se sent, on voit qu'il y a un changement sur le terrain et que nous, on ne peut plus tout s'autoriser donc. Ces deux groupes armés vaguement alignés sur le gouvernement contre le M23 ont signé des actes d'engagement distincts sur les règles qu'ils se sont engagés à respecter. L'appel de Genève précise qu'il ne s'agit pas d'accords formels et qu'il ne légitime pas les groupes armés. Dans le Nord Kivu, à l'est du Congo, d'où ils viennent, il y a des myriades de groupes armés. Le fait que les plus grands d'entre eux signent un engagement comme celui-ci et modifient déjà leur comportement sur le terrain est un exemple à suivre pour les autres. L'appel de Genève a obtenu près de 120 engagements de ce type de la part de groupes armés à travers le monde pour faciliter l'accès humanitaire dans leur zone de contrôle et assurer une meilleure protection des populations civiles. Seront-ils les premiers militaires à être condamnés après la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC? 11 militaires ont comparu devant le tribunal militaire de Nord Kivu. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre eux. Plus de précision dans ce qui suit. Dans le Nord Kivu, où la guerre fait rage, ce genre de scène n'est pas rare. Ici, des soldats et officiers de l'armée congolaise sont jugés par une cour militaire. Mais cette fois-ci, l'audience est particulière. Pour la première fois depuis 20 ans, la peine capitale pourrait être appliquée contre ces hommes. Le moratoire a été levé il y a quelques semaines seulement par le ministère de la Justice. Et le parquet a requis la peine de mort contre certains d'entre eux. Nous l'avons déféré devant la cour militaire pour lâcheté, donc fuite devant l'ennemi et l'incitation des militaires à commettre
des actes contraires au devoir. Ces prévenus sont accusés par le ministère public d'avoir fui le front devant l'ennemi, le groupe armé du M23. Un acte considéré comme de la trahison. Les officiers se défendent et rejettent cette version des faits. Notre client ne s'est jamais justifié, disant, Monsieur le Premier Président, que nous avons replié parce que nous étions en cours de munitions. Par contre, il a toujours soutenu, nous sommes allés récupérer les munitions. Le droit est nuancé et loge dans les nuances. En levant le moratoire sur la peine capitale, le ministère de la Justice dit vouloir se débarrasser des traîtres dans l'armée. Le mouvement citoyen de la Lucha a rejeté cette décision et appelé à son annulation. Pour cette mesure, en tout cas, qui est contraire à la Constitution, nous pensons qu'il faut la repenser et qu'il faut la revoir tout en encourageant les démarches dans le sens de décourager tous les traîtres et tous les infiltrés qu'il y a au sein de l'armée. La prochaine audience est fixée le vendredi 5 avril 2024. Si la sentence est confirmée, ce sera la première fois depuis 2003 que la RDC a recours à la peine capitale. En conformité avec le changement promis par le président Hassan Sheikh Mohamud, le Parlement somalien a voté à l'unanimité d'importantes modifications constitutionnelles instaurant le suffrage universel direct et un régime présidentiel. La Somalie a apporté d'importantes modifications à sa constitution samedi. Le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Le suffrage universel direct avait disparu depuis la prise de pouvoir de Siad Barre en 1969. L'élection présidentielle en Somalie suivait jusqu'à présent un complexe système indirect dans lequel des délégués investis par des clans choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président. Ce changement est une concrétisation de l'une des promesses du président Hassan Sheikh Mohamud qui avait annoncé en mars 2023 que les prochaines élections nationales et régionales se tiendraient selon le principe une personne, une voix. Ces amendements en cours d'examen depuis près de 10 ans visent à régler les luttes de pouvoir entre les présidents et les premiers ministres, souvent alimentées par des ambiguïtés constitutionnelles. Depuis son élection, le président Hassan Sheikh Mohamud multiplie les initiatives pour tenter de sortir la Somalie de l'instabilité chronique dans laquelle elle vit depuis des décennies. La sécheresse en Afrique australe affecte durement 20 millions de personnes, rendant des millions incapables de se nourrir en 2025, notamment en Zimbabwe, Malawi, Mozambique et Madagascar. La ressource limitée des agences humanitaires et la réduction du financement exacerbent la situation, laissant de nombreuses personnes sans aide. 20 millions de personnes seraient durement frappées par la sécheresse en Afrique australe, selon USAID. Des millions de personnes au Zimbabwe, dans le sud du Malawi, au Mozambique et à Madagascar ne seront pas en mesure de se nourrir pendant une bonne partie de l'année 2025. Dans le sud-ouest du Zimbabwe, Zani Nkube est venu se ravitailler auprès du programme alimentaire mondial. Notre situation alimentaire est difficile. Nous ne mangeons qu'une fois par jour, car nous n'avons rien dans les champs. Pas un seul grain. Tout est desséché à cause de la sécheresse. Nous avons également des problèmes d'approvisionnement en eau. Nous aimerions leur demander de nous aider à trouver de l'eau, peut-être en construisant un puits pour nous. Je viens de parler avec des anciens de la communauté. La dernière fois qu'ils ont vécu une pareille sécheresse, c'était en 1947. Ce n'est pas une situation normale. Et ils affirment que la sécheresse qui sévit actuellement, associée à cette chaleur, ne s'est jamais produite auparavant. Nous nous attendons donc à un impact sur la production agricole. Alors que les humanitaires effectuaient leur dernière visite dans le village de Mangwe, les bénéficiaires de l'aide inquiets calculaient déjà combien de temps leurs vivres pourraient durer. Nombre d'entre eux ne recevront tout simplement pas cette aide car les agences humanitaires ne disposent que de ressources limitées dans un contexte de crise mondiale de la faim et de réduction des financements humanitaires par les gouvernements. La situation est très grave car nous avons planté beaucoup de maïs, de pois d'Angole et d'autres cultures. Mais cette période de sécheresse de 2 mois et 2 semaines a affecté toutes les cultures que nous avons plantées. De plus, des chenilles légionnaires ont attaqué tout le maïs dans les environs
La situation est donc grave. La Zambie et le Malawi ont déclaré des catastrophes nationales. La sécheresse a atteint le Botswana et l'Angola à l'ouest et le Mozambique et Madagascar à l'est. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne célébration de Pâques à toute la communauté chrétienne. Rendez-vous demain avec Claire Gagnon pour un autre tour de l'actualité. Bonsoir.